Ce que ce bébé a fait a bouleversé toute la ville. Ce que vous allez entendre maintenant va vous briser le cœur, puis doucement le réparer. Dans une petite ville trempée par la pluie, un acte d'une innocence rare a changé des vies, révélé une vérité sur la loyauté, et forcé tout un quartier à regarder un chien abandonné autrement. Et si vous pensez deviner la fin de cette histoire, croyez-moi, vous êtes loin du compte. Ce jeudi-là, la pluie tombait sans relâche sur Hellstone, une petite ville paumée du Midwest, transformant ses rues tranquilles en un labyrinthe de flaques et de brouillard. Nathan, 5 ans à peine, sautillait dans l'eau, ses bottes jaunes éclaboussant les trottoirs gris. À ses côtés marchait lentement son grand-père, Calvin Morgan, un parapluie cabossé à la main tentant tant bien que mal de suivre le rythme. « Fais attention, mon grand !» lança Calvin en esquivant une flaque trop profonde. « Si tu rentres encore trempé, ta maman va vouloir ma peau. » Le vieil homme souriait malgré son dos douloureux et son parapluie qui menaçait de rendre l'âme. Nathan, lui, riait aux éclats, ses joues rouges trahissaient son excitation. « Mais les flaques m'appellent, papy. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Maintenant, reprenons notre histoire. Depuis que la fille de Calvin était partie, emporté par un cancer aussi rapide que cruel, il élevait Nathan seul, 2 générations unies par un vide commun et une complicité silencieuse. Le vieil homme marqué par les années et le petit garçon au cœur débordant de tendresse. Ce jour-là, il rentrait de l'école par le parc Jefferson, un raccourci tranquille à travers des chênes centenaires. Mais ce chemin d'habitude ordinaire allait tout changer. Nathan s'arrêta net, si brutalement que Calvin manqua de lui rentrer dedans. Le corps du garçon se figea, son regard rivé vers un banc à une vingtaine de mètres. « Qu'est-ce qu'il y a, fiston ?» demanda Calvin, inquiet. Nathan leva un doigt, tremblant. « Là, papy !»« Regarde !» Calvin plissa les yeux, scrutant à travers le rideau de pluie. Il fallut quelques secondes pour distinguer ce que son petit-fils avait vu. Sous le banc, roulé en boule contre une paire de bottes de travail usées, se trouvait une grande chienne, visiblement un berger allemand, immobile, tremblante. « C'est un chien, papy », murmura Nathan. « Elle dort sur les chaussures de quelqu'un. » Calvin fronça les sourcils. L'animal était maigre, son poil sale et parsemé de trous. Seuls ses flancs qui montaient et descendaient lentement prouvaient qu'elle respirait encore. Elle attend quelqu'un. Elle protège les bottes. Elles doivent appartenir à son maître. Calvin sentit un frisson parcourir son dos. Tout en lui criait de continuer leur chemin. La chienne pouvait être malade, dangereuse, perdue depuis des semaines. Et pourtant, il y avait cette certitude dans la voix de Nathan, comme si le garçon voyait au-delà de l'évidence, comme si la douleur muette de cette bête lui parlait. « On devrait continuer », murmura Calvin, tentant de garder la voix ferme. Ce chien pourrait être agressif. Mais Nathan, déjà, échappait à sa prise et avançait vers le banc, ses bottes clapotaient doucement dans la boue. « Elle a besoin d'aide, papy. Elle a faim, elle a froid. » Calvin voulut l'arrêter. Mais quelque chose, dans l'assurance calme de son petit-fils, lui coupa les jambes. Nathan s'accroupit lentement à quelques mètres du banc, sa petite silhouette recroquevillée sous la pluie. « Bonjour, chienne », dit-il d'une voix douce. « Tu vas bien ?» Les oreilles de l'animal frémirent. Elle ouvrit à peine les yeux, dévoilant un regard ambre, terni par l'épuisement. Calvin retint son souffle. Aucun grognement, aucun mouvement hostile. Juste cette lassitude, ce vide, cette résignation. En s'approchant, Calvin comprit l'ampleur de la situation. La chienne était dans un état critique, côte saillante, peau presque à vif à certains endroits, et pourtant, malgré tout, elle restait là, contre ses vieilles bottes, comme si elles étaient tout ce qui lui restait. « Elle est tellement maigre !» chuchota Nathan, la voix tremblante, et elle tremble. Calvin s'agenouilla à son tour, ignorant la douleur qui tirait dans ses genoux. Il observe les bottes, de vieilles Timberland usées, soigneusement posées, comme si quelqu'un les avait laissées là exprès. Pourquoi quelqu'un laisserait ses chaussures ici? Calvin n'avait pas de réponse. Peut-être qu'il est parti précipitamment. Peut-être qu'il reviendra. Mais Nathan secoua la tête. Non, il ne reviendra pas. C'est pour ça qu'elle est triste. Il tendit la main, très lentement, paume vers le haut. La chienne renifla doucement ses doigts, sans reculer. Nathan sourit. Tu vois, papy, elle n'est pas méchante, juste seule, et elle nous fait confiance. Calvin savait déjà ce qui allait suivre. Il voyait venir la question, et il savait qu'il ne pourrait pas dire non. « On peut l'aider, s'il te plaît ?»
demanda Nathan, la voix pleine d'espoir. Calvin soupira. Il regarda l'animal puis son petit-fils. La pluie redoublait, le tonnerre grondait au loin, et il pensa à sa fille, Sarah, toujours la première à ramasser un oiseau blessé ou un chiot abandonné. « D'accord, dit-il. Mais si elle est trop malade, on appellera un vétérinaire, compris ?» Nathan hocha vigoureusement la tête. « Elle ira bien, promis. » Calvin retira sa veste de pluie et la déposa délicatement sur le dos tremblant de la chienne. Elle le regarda sans bouger, juste avec cette tristesse calme dans les yeux. Nathan montra les bottes. « On prend les chaussures aussi ?» Calvin hésita, puis acquiesça. « Oui, je pense qu'elle compte de beaucoup pour elle. » Il fila emprunter la vieille brouette du parc, persuadant le gardien d'un simple regard. Ensemble, ils installèrent la chienne dans l'étrange embarcation, les bottes bien calées à côté d'elle. « Comment on va l'appeler » demanda Nathan. Calvin observa la petite tache blanche sur la poitrine de la chienne qui ressemblait vaguement à une fleur. « Et si on l'appelait Daisy ?» Les yeux de Nathan s'illuminèrent. « Comme les marguerites que maman plantait dans le jardin ?»« Oui, » répondit Calvin, « comme ça. » La pluie martelait encore les trottoirs de Hellstone quand Calvin et Nathan entreprirent le chemin du retour, poussant lentement la brouette transformée en carrosse de fortune. Les passants s'écartaient, certains détournant le regard, d'autres les observant avec suspicion. Une vieille dame traversa même la rue pour les éviter, et deux adolescents pouffèrent en chuchotant. Mais Nathan, lui, n'y prêtait aucune attention. Il marchait fièrement à côté de la brouette, tenant contre son torse les bottes boueuses comme un trésor. « Les gens nous regardent » dit-il simplement, les yeux brillants. « Les gens regardent toujours ce qu'ils ne comprennent pas » répondit Calvin en serrant les dents sous l'effort. « Et parfois, ce qu'on fait de mieux dans la vie peut paraître bizarre pour les autres. » Arrivé enfin à leur modeste maison au bout d'Elmwood Street, Calvin sentit ses bras trembler. Il n'était plus tout jeune, et Daisy était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Il fallut improviser un plan pour la faire entrer. Grâce à un vieux drap transformé en hamac, ils réussirent, non sans mal, à l'installer dans le salon, sur un nid de couverture disposé près du radiateur. « Il lui faut de l'eau » déclara Calvin avant de filer vers la cuisine. Nathan, lui, ne quitta pas la chienne. Il s'était agenouillé près d'elle, une main sur son flanc, la voix basse et douce. « Tu es en sécurité maintenant, papa et moi, on va s'occuper de toi. Et si ton humain ne revient pas ? Ce n'est pas grave, tu peux rester avec nous. Pour toujours. » Calvin revint avec une gamelle d'eau. Daisy lapa quelques gorgées, puis reposa doucement la tête sur la couverture. Épuisée, mais vivante. Nathan leva les yeux vers son grand-père. « Elle tremble encore. »« Tu crois qu'elle a mal ? Elle est surtout très faible, mon grand. On ne va pas lui donner de nourriture tout de suite. Quand un animal a trop faim, manger trop vite peut lui faire du mal. L'eau d'abord, puis un peu de riz ou de pâté tiède plus tard. » Il attrapa le téléphone, espérant joindre le vétérinaire local, Dr Evelyn Park. Mais un message vocal annonça que la clinique était fermée, les urgences étant redirigées vers l'hôpital animalier de New Haven à près d'1 heure de route. « On doit veiller sur elle jusqu'à demain matin », annonça-t-il à Nathan. Le garçon hocha la tête avec sérieux. « On peut le faire. »« Est-ce que je peux dormir à côté d'elle ?» Calvin hésita. Le sol était dur, l'animal malade, et ils ignoraient encore si elle portait des germes. Mais face à la détermination paisible de son petit-fils, il céda. Ils installèrent un petit matelas gonflable à côté de Daisy. Nathan s'y installa, une main toujours posée sur le flanc de la chienne. Calvin leur lut une histoire, un vieux livre écorné que Sarah aimait lire à Nathan avant de dormir, pendant que la pluie continuait de tomber dehors, couvrant le monde de son rideau apaisant. Avant de s'endormir, Nathan souffla doucement. « Papy, je crois qu'elle ne nous a pas trouvés par hasard. »« Tu crois ?» murmura Calvin en replaçant la couverture sur les épaules du garçon. « Oui, parce qu'on sait ce que ça fait de perdre quelqu'un. Elle a perdu son humain. Et nous, maman ?» Calvin sentit une boule monter dans sa gorge. Il ne trouva rien à répondre. Il se contenta d'acquiescer. Et dans la pénombre, avec pour seule lumière la veilleuse bleutée du salon, l'ancienne maison n'avait plus l'air aussi vide. Quelque chose venait d'y naître, un lien fragile, mais puissant. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil glissèrent à travers les rideaux, révélant une scène douce et étrange. Un garçon endormi en chien de fusil contre une chienne épuisée, et une vieille paire de bottes posées comme des sentinelles silencieuses à leur côté. Calvin, réveillé depuis l'aube, les observa sans un mot. Son cœur se serra à la vue du visage paisible de Nathan. Et de Daisy, toujours là,
respirant faiblement mais visiblement vivante. Mais quelque chose clochait. Il posa la main sur la tête de la chienne. Elle était brûlante. Sa respiration était rapide, sifflante. Il souleva doucement sa babine. Les gencives étaient pâles, presque blanches. Pas bon signe. Il faut qu'on l'amène chez un vétérinaire. Rapidement. Il réveilla doucement Nathan. Le garçon s'assit d'un bond. « Elle va mourir ?» Calvin posa une main sur son épaule. « Non, on va faire tout ce qu'on peut. Mais elle a besoin de médicaments et de soins que je ne peux pas lui donner ici. » Il passa l'heure suivante à appeler toutes les cliniques de vétérinaires dans un rayon de 50 km. La plupart étaient d'eau surchargée. Mais à la clinique de Valley View, une vétérinaire accepta de les recevoir en urgence. Docteur Amanda Reyes, une femme au ton calme mais au regard perçant. « Venez vite, je vous attends », avait-elle dit. Leur vieille Honda Civic n'était pas adaptée pour transporter un grand chien malade. Calvin dut emprunter le pick-up du voisin, M. Jenkins, avec la promesse de lui expliquer plus tard. Il installa Daisy avec l'aide de Nathan qui insista pour rester avec elle, à l'arrière, tenant sa tête contre ses genoux. « Parle-lui », dit Calvin en démarrant, « qu'elle sache qu'on est là. » Nathan ne se fit pas prier. Il parle sans interruption tout le long du trajet, de ses dessins préférés, de ce qu'il voulait faire quand il serait grand, de la soupe au poulet que Daisy goûterait bientôt. Et comme par magie, la chienne sembla réagir. Ses oreilles bougèrent légèrement à certains mots, comme si elle comprenait. À leur arrivée, Dr Reyes les attendait. Petite, brune, l'air fatigué mais déterminé. « Suivez-moi », dit-elle sans perdre de temps. Elle les guida vers une salle d'examen baignée de lumière. Daisy fut posée sur la table hydraulique avec précaution. Nathan ne la lâchait pas du regard. Dr Reyes examina la chienne avec des gestes précis. Elle prit son pouls, vérifia ses yeux, son abdomen, murmura pour elle-même des mots que Calvin comprenait à peine. Puis, elle s'arrêta net. Elle posa une main sur le ventre de Daisy. Le froncement de ses sourcils alerta immédiatement Calvin. « Un problème ?» demanda-t-il. La vétérinaire hocha la tête lentement. « Je dois faire une échographie, tout de suite. »« Est-ce qu'elle est en danger ?» demanda Nathan. Elle sourit doucement. « On va s'en occuper. Je veux juste vérifier quelque chose, c'est tout. » 20 minutes plus tard, elle les fit revenir dans la pièce. Daisy avait reçu une perfusion et ses yeux semblaient un peu plus vifs. Elle tourna lentement la tête vers eux comme si elle les reconnaissait enfin. Dr Reyes les regarda l'un après l'autre. D'abord, la bonne nouvelle. Elle va s'en sortir. Elle est gravement dénutrie, déshydratée et a une infection cutanée, mais tout cela est traitable. Calvin soupira. Nathan, lui, attendait la suite. Il sentait qu'il y avait encore quelque chose. « Et le reste ?» demanda Calvin. La vétérinaire hésita, puis lui d'une voix calme, « Votre chienne est enceinte, d'environ 6 semaines. Elle porte au moins 4 chiots, peut-être plus. » Le silence qui suivit fut total. Nathan regarda la vétérinaire avec de grands yeux ronds, la bouche entr'ouverte, comme s'il venait d'entendre que le Père Noël existait vraiment. « Des bébés ? Daisy va avoir des bébés ?» Dr Reyes hocha la tête avec douceur. « Oui, et c'est en partie ce qui explique son état. Une femelle gestante, surtout en état de malnutrition avancée, utilise toutes ses réserves pour nourrir ses petits. Elle s'est littéralement sacrifiée pour eux. » Calvin s'assit, soudain vidé. Sauver une chienne affaiblie était déjà une lourde responsabilité. Mais une chienne enceinte et bientôt une portée entière de chiots à la maison, c'était autre chose. « Il y a autre chose ?» dit la vétérinaire en relevant l'oreille gauche de Daisy. Juste à l'intérieur, sur la peau sombre, un petit tatouage en chiffres et lettres était à peine visible. Un code d'identification, expliqua-t-elle. Ce type de tatouage est typique des chiens issus de programmes de dressage professionnels. Armée, police, sécurité privée. C'est une manière de les suivre à travers les institutions. Nathan tendit la main vers le tatouage, fasciné. « Tu veux dire qu'elle était une chienne policière ? C'est possible, » répondit la vétérinaire. « Les bergers allemands sont souvent choisis pour leur intelligence et leur loyauté. Je peux faire quelques recherches, mais il faudra contacter certaines agences officielles. » Calvin sentit un frisson. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire. Un chien professionnel abandonné dans un parc, avec des bottes placées comme un hôtel, quelque chose ne tournait pas rond. Si elle faisait partie d'un programme militaire ou policier. Il devrait la chercher, non ? Dr Reyes croisa les bras, l'air grave. C'est justement ce qui m'inquiète. Ce genre de chien ne disparaît pas dans la nature sans que quelqu'un s'en rende compte. Soit elle s'est échappée, soit quelqu'un l'a laissée là volontairement. Et si c'est le cas, ce n'est pas bon signe. Nathan ne suivait pas tout,
Mais il comprenait que la situation était plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Son regard restait fixé sur le ventre gonflé de Daisy. « Et les bébés? Quand vont-ils arriver? Je pourrais les aider ?» La vétérinaire sourit. « D'ici 3 semaines environ. Et oui, si tu suis bien les instructions, tu pourras m'aider. Mais ce sera beaucoup de travail. Les nouveau-nés ont besoin d'attention jour et nuit. On va y arriver, déclara Nathan avec assurance. Pas vrai, papy? Calvin regarda son petit-fils, puis Daisy, couché paisiblement sur la table, les yeux mi-clos mais calmes. Il soupira. Oui, on va s'en occuper. Une chose à la fois. Docteur Reyes leur fournit une longue liste. Nourriture spéciale pour chiennes gestantes, antibiotiques, soins pour la peau, compléments, tapis chauffants, couverture propre. Elle leur promit aussi de contacter quelques collègues pour tenter de retrouver l'origine du tatouage. Une dernière chose, dit-elle en leur tendant sa carte. Si quelqu'un vient poser des questions sur elle, qui que ce soit, appelez-moi. Ne donnez aucune information sans me prévenir. Sur le chemin du retour, la tension dans l'air était palpable. Nathan pourtant débordait d'enthousiasme. On doit préparer une chambre spéciale pour les chiots et leur trouver des noms et des bols miniatures. Calvin esquissa un sourire. Doucement, soldat. On commence par installer Daisy confortablement. Le reste viendra après. De retour à la maison, ils transformèrent l'ancien bureau de Sarah en nurserie improvisée. Calvin y entra pour la première fois depuis des mois, dépoussiérant les étagères encore pleines de livres, retirant les cartons, ouvrant les rideaux. La pièce baignait dans une lumière douce, parfaite pour accueillir une nouvelle vie. Ils installèrent Daisy sur un matelas entouré de couvertures propres, avec des gamelles d'eau fraîche et de nourriture enrichie. Nathan y ajouta une veilleuse en forme d'étoile qu'il tenait de sa mère. Et bien sûr, les bottes furent placées dans un coin, bien visible mais à l'écart. Daisy les regardait souvent, sans jamais chercher à s'en approcher, comme si les voir suffisait. Ce soir-là, Nathan insista pour lire une histoire à Daisy. Il s'assit près d'elle avec un de ses livres illustrés et commença à lire à voix haute, changeant de voix selon les personnages. Et le loup souffla, mais il ne réussit pas à faire tomber la maison en briques. À ces mots, la queue de Daisy remua doucement. Un frisson de joie traversa Calvin. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait heureuse. Quand l'heure du coucher arriva, Nathan accepta, non sans difficulté, de rejoindre son lit. Calvin, lui, resta un moment à regarder Daisy et ses bottes, seul dans le silence du salon. « Pourquoi quelqu'un t'aurait laissé là, ma belle ?» murmura-t-il. « Et qui était assez important pour que tu gardes ces bottes comme un trésor ?» Le lendemain matin, Calvin se leva tôt. Il trouvait Nathan déjà réveillé, accroupi près de Daisy avec un thermomètre vétérinaire à la main. « Elle est à 38,3 papy. C'est mieux qu'hier. Elle a bu toute son eau aussi. Et elle a mangé un peu. » Calvin ne put cacher son étonnement. Nathan avait retenu toutes les consignes de la vétérinaire et les appliquait avec une rigueur impressionnante. « T'es sûr que t'as que 5 ans, toi ?» lança-t-il avec tendresse. Il s'agenouilla pour examiner le ventre de Daisy. Il y avait du mouvement, léger, presque imperceptible, mais réel. « Les chiots bougent » dit-il. Nathan colla aussitôt sa main au bon endroit et poussa un petit cri de joie. « Je les sens ?» Ils savent qu'elle est en sécurité maintenant, hein? Calvin hocha la tête. Et c'est tout ce qui compte pour eux. Mais la paix fut de courte durée. Un coup de sonnette, sec et répété, les interrompit. Calvin se figea. Un matin ordinaire n'incluait jamais de visiteurs à cette heure-ci. Il se leva, fit signe à Nathan de rester avec Daisy et se dirigea vers la porte. Par la fenêtre, il aperçut un SUV noir garé devant la maison. Une voiture imposante, vitres teintées. Un homme en costume foncé attendait devant le perron, main dans les poches, regard alerte. Calvin ouvrit légèrement la porte. « Puis-je vous aider ?» L'homme afficha un sourire poli, mais son ton était glacial. « Monsieur Morgan ? Je m'appelle Trevor Hall. Je cherche un chien. Un berger allemand femelle, enceinte, avec des marques particulières. » Le cœur de Calvin rata un battement. Calvin laissa passer un silence volontaire. L'homme en face de lui, Trevor Hall, avait ce ton trop mesuré, trop poli pour être honnête. Et son regard, il analysait tout, les moindres détails autour de la porte, les traces de boue, l'odeur dans l'air, les bruits à l'intérieur. C'était le genre d'homme qui ne parlait jamais pour rien dire, et qui ne venait pas pour faire la conversation. « Je crains que vous fassiez erreur », répondit Calvin, sa main refermant lentement la porte. « Il n'y a pas de chien ici. » Mais Trevor Hall n'était pas né de la dernière pluie. Il incline légèrement la tête. « Voyez-vous,
Monsieur Morgan, j'ai des raisons très précises de croire que vous avez récemment recueilli une chienne abandonnée dans le parc municipal. Une femelle gestante de race bergère. Et vous croyez ça d'où exactement ? Disons simplement que certaines personnes veillent à ce que les chiens qui leur appartiennent soient retrouvés. Le mot « appartiennent » sonna comme une menace. Calvin le ressentit immédiatement. Il resta cependant de marbre. « Je vous offre une solution simple. Renvoyez-moi cette chienne et je suis prêt à vous remettre une compensation généreuse. 5 000 $ en liquide. » Calvin s'apprêta à refermer la porte pour de bon quand il entendit ce qu'il craignait. Un couinement, léger, à peine perceptible. Mais pour un homme entraîné, c'était suffisant. Un gémissement de chiot en provenance du fond de la maison. Le regard de Hall se durcit. Intéressant, il semble que vous ayez des chiots à l'intérieur. Calvin sentit son sang se glacer. Il tenta de garder son calme. Écoutez-moi bien, monsieur Hall. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais vous ne posez plus une semelle sur ma propriété. Et vous ne touchez pas à un seul poil de ce chien. Trevor Hall ne tenta pas de forcer l'entrée. Il n'en avait pas besoin. Il pencha simplement la tête comme s'il jaugeait Calvin. « J'espère que vous comprenez les enjeux. Ces chiens représentent un investissement important. Et certaines personnes sont prêtes à tout pour récupérer ce qui leur appartient. » Puis il fit demi-tour, rejoignit son SUV et s'en alla sans se presser. Mais Calvin savait que cette histoire ne faisait que commencer. Daisy, depuis la chambre, avait tout perçu. Lorsqu'il revint, elle était debout, tendue, oreilles dressées. Une présence nouvelle l'avait alertée. Une présence familière, dangereuse. Elle avait reconnu cette voix. Nathan, recroquevillé à ses côtés, le regard inquiet, leva la tête vers son grand-père. « C'était le méchant, hein ?» Calvin hésita puis s'agenouilla. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Daisy la sentit. « Regarde-la. Elle voulait nous protéger. » Et il avait raison. La chienne n'était plus cette créature fragile rencontrée sous la pluie. Quelque chose dans son regard avait changé. Une vigilance ancienne s'était rallumée, celle d'un chien entraîné à défendre. « Il ne l'aura pas, hein, papy ?»« Non, mon grand, il ne l'aura pas. » Ce soir-là, Calvin appela Dr Reyes pour lui expliquer la visite. Lorsqu'il prononça le nom de Trevor Hall, il sentit la tension traverser le fil. Elle resta silencieuse quelques secondes. « Il faut que vous soyez extrêmement prudent. Trevor Hall est un proche parent de Lawrence Hall, l'homme qui dirigeait le programme Apex K9. » Calvin se figea. Ce nom, il l'avait déjà entendu. Dans un rapport d'enquête sur un centre de dressage militaire fermé pour maltraitance, disparition de chiens et ventes illégales à des groupes privés. Ce centre a été démantelé il y a 2 ans, expliqua-t-elle. Mais plusieurs chiens ont disparu avant que les autorités n'interviennent. Ils soupçonnent que Hall les ait vendus à des réseaux privés. Sécurité illégale, chiens de combat, protection de fortune pour des gens peu recommandables. Et vous pensez que Daisy en faisait partie ? Je pense surtout qu'elle est un lien, peut-être la seule preuve vivante. Ce tatouage, ça pourrait suffire à remonter leur piste. Le lendemain, Calvin décida d'agir. Il appela son vieil ami Mark Tully, ancien maître chien de l'armée. Mark était un homme discret, mais loyal. Après un bref résumé de la situation, il accepta de venir voir Daisy le soir même. Quand Mark entra dans la chambre, Daisy se raidit. Puis elle s'approcha lentement, la tête basse, comme suivant un protocole. Mark se figea puis s'accroupit. « Elle est entraînée » murmura-t-il. « Tactique, pas civile. Elle attend un ordre. »« Elle a vécu quoi, à ton avis ?» demanda Calvin. Mark regarda longuement la chienne. « Des missions, des transferts, peut-être de l'isolement, et ensuite, l'abandon. C'est clair qu'elle a connu le terrain. Mais ce n'est pas la peur qui la guide, c'est la perte. » Il examina le tatouage et sortit un petit carnet de contacts. « Je vais faire des vérifications, ce code peut remonter à une base ou à un centre privé. Mais fais attention, si Hall revient, c'est que d'autres savent. Et ils viendront aussi. » Ce soir-là, Calvin installa des verrous renforcés aux portes. Il dormit sur le canapé, batte de baseball à portée de main. Daisy ne dormait pas non plus. Elle montait la garde, son corps interposé entre la porte et ses petits. Vers 3 heures du matin, Calvin entendit un bruit. Léger, subtil, du gravier foulé à pas feutrés. Il se leva sans un mot, traversa le salon et jeta un œil par la fenêtre. Une silhouette noire, svelte, glissant le long de la clôture. Il ouvrit doucement la porte arrière, batte à la main. « Je sais que vous êtes là, Hal. Dégagez de ma propriété. » La silhouette se figea, puis se redressa lentement. C'était bien lui, Trevor Hall, cette fois en tenue noire, sans costume, sans masque. « Vous ne comprenez pas, monsieur Morgan, ce chien est à moi. Elle ne vous appartient pas. »
Et si vous touchez à un seul de ces chiots, Hall sortit quelque chose de sa poche, un objet métallique. Calvin resserra sa prise sur la batte, mais avant qu'un mot de plus ne soit échangé, un grognement sourd retentit dans la nuit. Daisy, elle était là, massée dans l'encadrement de la porte, sa silhouette massive découpée par la lumière du couloir. Son regard ne quittait pas Hall, un regard qui disait clairement « Fais un pas et je t'arrache la main ». Trevor recula d'un pas. « Contrôlez votre animal ». Calvin haussa le ton. « Elle n'est pas à moi. Elle a fait son choix. » Le silence s'installa. Puis Hall recula lentement, le visage figé. « Ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas la surveiller en permanence, et quand vous baisserez la garde, je reviendrai. » Quand il disparut dans la nuit, Calvin resta dehors un moment, le cœur battant, la batte toujours à la main. Daisy s'approcha de lui et posa doucement sa tête contre sa jambe. Ensemble, ils restèrent là, sous le ciel étoilé, unis par un serment silencieux. Désormais, ce n'était plus une simple adoption, c'était une guerre. Le lendemain matin, Calvin appela immédiatement Dr Reyes pour lui raconter la tentative d'intrusion nocturne. Elle répondit d'une voix glaciale, bien plus grave qu'à l'accoutumée. « Il faut que je vienne, maintenant. » Moins d'une heure plus tard, elle était là, accompagnée d'un grand type barbu, aux épaules carrées et à la démarche discrète. « Voici Hank Weller, ancien marshal fédéral. Il m'aide parfois dans des situations complexes. » Hank hocha simplement la tête, scrutant les alentours. En quelques minutes, il avait déjà repéré les angles morts, les arbres susceptibles de dissimuler un observateur, les reflets inhabituels dans les vitres des maisons voisines. Il avança jusqu'au portail, se baissa et ramassa une petite capsule métallique. Caméra miniaturisée, infrarouge, récente, vous êtes surveillé. Calvin sentit son sang se glacer. Reyes et Elke posa une main sur l'épaule de Daisy, qui grogna doucement en reconnaissant Hank, puis se calma. Elle sait qu'il est de notre côté. Nathan, caché derrière l'encadrement de la porte, suivait tout sans oser parler. Mais lorsqu'il vit Hank installer une barrière de détection thermique autour du jardin, il s'approcha enfin. « Vous allez nous aider à les empêcher de lui faire du mal ?» Le colosse se tourna lentement vers lui, s'agenouilla et répondit d'une voix posée « Je suis là pour ça, petit, et crois-moi, ils ne toucheront pas un seul de ces chiots. » Pendant que Hank vérifiait les clôtures et posait un brouilleur de signal dans la cuisine, Dr Reyes s'installa à côté de Daisy. Elle l'examina plus longuement que d'habitude, vérifiant son rythme cardiaque, ses réactions, la vitalité des fœtus. « Ils sont en bonne santé malgré tout », dit-elle, visiblement impressionnée. « Cette chienne est une survivante, et ces petits, ils seront comme elle. » Calvin l'écoutait à peine. Son regard était attiré par les bottes toujours posées à côté de Daisy. Elle les avait déplacées la veille, doucement, avec son museau, comme pour les replacer dans une position précise. Depuis, elle les fixait parfois pendant de longues minutes, comme on fixe une tombe, ou un souvenir qu'on ne veut pas lâcher. Reyes? Qui portait ces bottes? Qui était ce maître? Elle prit une longue inspiration. J'ai une hypothèse. Je ne voulais pas t'en parler avant d'avoir vérifié. Mais je crois que Daisy appartenait à une unité de dressage clandestine qui s'est détachée d'Apex K9 juste avant sa chute. Une cellule non reconnue, utilisée pour des missions sans trace officielle. Calvin la fixa. Tu veux dire des opérations noires? Exactement. Et son maître n'était probablement pas juste un dresseur, peut-être un soldat ou un mercenaire. Et si elle a gardé ses bottes, c'est qu'il n'est pas mort n'importe comment. Peut-être qu'elle l'a vu tomber, peut-être qu'il a donné sa vie pour la sauver. Nathan écoutait sans tout comprendre, mais un mot le fit réagir. C'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle l'aimait. Dr Reyes posa sa main sur son épaule. Oui, et maintenant elle a besoin d'amour pour guérir. Dans les jours qui suivirent, une routine se mit en place. Nathan nettoyait la chambre, changeait l'eau, surveillait la température. Calvin dormait à demi, la batte toujours près de lui. Hank faisait des rondes autour de la maison et observait le quartier depuis un pick-up garé un peu plus loin. Mais ce calme apparent n'était qu'un répit. Une nuit, alors que le vent sifflait entre les branches du grand orme devant la maison, Daisy se mit à grogner, lentement, profondément. Calvin bondit du canapé, saisit la batte et vérifia les fenêtres. Rien. Mais Hank, posté dans le pick-up, vit une silhouette glisser entre deux maisons. Il appela aussitôt Calvin. Ils sont là. Une seule silhouette. Mais c'est pour tester votre réaction. Préparez-vous. Au matin, les traces de pas étaient bien là. Discrètes, mais visibles dans la terre humide. Elle s'approchait de la maison, puis s'éloignait, contournant le grillage, comme un animal cherchant une faille. Calvin se tourna vers Hank. « Tu penses qu'ils veulent te voler, Daisy ?»
Ou la tuer? Peut-être ni l'un ni l'autre, répondit l'ancien marshal. Peut-être qu'ils veulent juste effacer ce qu'elle sait. Parce que crois-moi, ce genre de chien, n'oublie jamais. Ce jour-là, Reyes revint avec un dossier. Elle l'ouvrit devant Calvin. À l'intérieur des photos, des rapports, un visage, celui d'un homme en uniforme, jeune, souriant, aux yeux clairs. Une légende, sergent Logan Barrett, disparu en opération non déclarée il y a 13 mois, propriétaire de l'unité K, 9 numéro R7. C'est lui? Murmura Calvin. Reyes hocha la tête. Les bottes sont les mêmes que celles qu'il portait dans les dossiers, et sa disparition a été classée accidentelle, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Nathan regarda la photo avec admiration. Il était gentil avec elle, tu crois? Calvin prit une longue inspiration. Elle croit encore qu'il va revenir. Cette nuit-là, Daisy resta debout presque tout le temps, grognant, guettant le moindre bruit, et au petit matin, alors que la maison s'éveillait à peine, elle poussa un gémissement, un seul. Mais un gémissement que Calvin n'oublierait jamais. C'était le cri d'un début, le cri d'une mère. Le travail avait commencé. Lorsque Calvin entra dans la pièce, la lumière du matin filtrait à peine par les rideaux. Daisy était couchée, haletante, les muscles tendus, les yeux fixés sur lui. Elle ne semblait pas effrayée mais concentrée, prête, instinctive. Nathan, à ses côtés, gardait sa main posée sur sa patte, les yeux grands ouverts, fasciné. « Ça commence, papy. Elle fait des bruits différents. » Calvin acquiesça doucement. « Je sais, mon grand. On reste calme. On la laisse faire. » Ils appelèrent immédiatement Dr Reyes, qui leur confirma que les signes étaient clairs, le travail avait commencé. Elle promit d'arriver au plus vite. En attendant, elle leur rappela les consignes. Chaleur, calme, hydratation. Et surtout, confiance. La pièce se remplit d'une tension sacrée, comme si tout l'univers s'était arrêté pour ce moment. Nathan ne bougeait plus, retenait sa respiration à chaque contraction. Calvin, lui, se contentait d'être présent, prêt à intervenir si nécessaire, mais laissant Daisy mener sa bataille. Elle n'était pas en détresse, elle était en mission. 1 heure plus tard, le premier chiot naquit. Un petit mâle tout noir, encore recouvert de la fine membrane protectrice. Daisy se tourna aussitôt, le lécha avec une délicatesse impressionnante, rompant la poche, le réchauffant, le stimulant. Il poussa un cri faible mais bien vivant. Nathan bondit, les larmes aux yeux. « Il est là, papy !» Calvin sourit, le cœur serré d'émotion. Il n'avait pas vu de naissance depuis la mort de sa femme. Et pourtant, jamais la vie ne lui avait semblé aussi tangible. Les chiots suivants arrivèrent l'un après l'autre, avec plus ou moins d'écart, chacun accueilli par Daisy avec une précision instinctive. Il y en eut 6 en tout, 3 mâles, 3 femelles, tous vivants, tous vigoureux. Un petit miracle dans une maison qui, 1 semaine plus tôt, ne contenait que le silence et la solitude. Lorsque Dr Reyes arriva, elle confirma que la mère et les chiots allaient bien. Elle a fait ça comme une vraie vétérane, dit-elle admirative. Et vous avez fait ce qu'il fallait. Nathan n'en revenait pas. Il avait assisté à une naissance complète. Il avait vu la vie apparaître là, devant lui, dans une pièce transformée par la tendresse. Mais l'émerveillement fut bientôt rattrapé par la réalité. Reyes tira Calvin à l'écart et lui montra un message sur son téléphone. « Hank m'a envoyé ça. Une vidéo. » Calvin regarda. Sur les images floues, filmées depuis une caméra de surveillance, on voyait Trevor Hall entrer dans un entrepôt désaffecté au nord de la ville. Il n'était pas seul. Derrière lui, 3 hommes, en tenue tactique, armés, visiblement entraînés, puis une cage, vide, mais de taille impressionnante. « Ils préparent quelque chose, dit-elle. Ce n'est plus juste une tentative d'approche. C'est une opération et ils ont une cible. Nous, Reyes hocha la tête. Ils savent que Daisy a mis bas. Et ils viendront la nuit, pas pour discuter. » Calvin sentit un nœud se former dans son estomac. Il regarda Daisy, allongée paisiblement auprès de ses petits, et sentit un instinct ancien se réveiller. Un instinct qu'il croyait éteint depuis sa dernière mission militaire, celui de protéger. Il appela Hank dans la foulée. « On doit les devancer, je ne vais pas attendre qu'ils débarquent pour agir. Tu veux les affronter sur leur terrain ? Non, je veux comprendre ce qu'ils cherchent vraiment. Et surtout, ce que Daisy a vu. » Ce soir-là, Hank revint avec une mallette pleine d'équipements. Micro directionnel, jumelles thermiques, gilet. Calvin réactiva un savoir-faire qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Il expliqua la situation à Nathan aussi simplement que possible. « Il y a des gens qui veulent reprendre Daisy, mais ils ne sont pas gentils, et ils ne veulent pas l'aider. » Nathan serra les poings. « On va les empêcher, hein ? On va faire mieux. On va les empêcher de recommencer. »
Reyes resta pour surveiller les chiots pendant la nuit. Daisy, elle, refusa de rester allongée. Elle boitait légèrement, mais ses yeux étaient redevenus ceux d'une sentinelle. Elle suivait Calvin à chaque pas, attentive, prête. Ils partirent à la tombée de la nuit, direction l'entrepôt. Hank conduisait, Calvin observait la route en silence. Arrivés à quelques centaines de mètres, ils coupèrent les phares, mirent les gilets, vérifièrent les radios. Calvin attrapa le collier de Daisy et le lui remit. Un ancien modèle, renforcé, utilisé pour les chiens militaires. Elle se laissa faire comme si elle avait attendu ce moment. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Daisy posa sa tête contre sa main. Et ils avancèrent. L'entrepôt abandonné se dressait comme une carcasse métallique au bord de la ville, à la frontière entre les marais et les rails rouillés. Autrefois utilisé pour stocker du matériel agricole, il était aujourd'hui le refuge de secrets bien plus obscurs. Trevor Hall y avait installé son quartier d'opération, et Calvin le savait. S'il voulait comprendre ce qui liait Daisy à cette organisation, c'est ici qu'il trouverait des réponses. Hank coupa le moteur à une centaine de mètres du bâtiment. Ils poursuivirent à pied, contournant les herbes hautes et les tas de gravats. Calvin marchait en tête, jumelle thermique en main, Daisy sur ses talons. Elle ne tirait pas, elle ne reniflait pas. Elle avançait comme un soldat. Ils atteignirent la paroi nord. Hank fit signe de s'arrêter. 3 silhouettes à l'intérieur en déplacement lent, des hommes armés mais pas en alerte. Ils ne s'attendaient à rien cette nuit-là. Calvin se pencha vers Daisy. « C'est ton choix maintenant. Si tu veux, tu restes là. Mais si tu veux nous guider, je te suis. » Elle leva les yeux vers lui, puis baissa la tête comme pour confirmer. Et elle s'élança doucement vers une ouverture latérale glissant le long du mur, ses pas à peine audibles. Calvin la suivit. Hank fermait la marche, déjà en train d'activer l'enregistreur audio. À l'intérieur, l'atmosphère était oppressante. La lumière provenait d'ampoules suspendues, certaines grésillant faiblement. Une cage massive occupait le centre de la pièce, vide mais prête. Sur une table, des seringues, des colliers électrifiés, des dossiers. Calvin s'approcha et en ouvrit un au hasard. Nom, R7, Valkyrie. Protocole, contrôle comportemental avancé. Statut, réfractaire. Dernier ordre, suppression du maître. Extraction en urgence. Résultat, fuite du sujet avec effet imprévu. Attachement post-traumatique au matériel personnel. Calvin sentit sa gorge se serrer. Suppression du maître. C'était donc vrai. Ils avaient ordonné la mort du soldat qui l'avait accompagné. Daisy n'avait pas perdu son maître dans une embuscade ou un accident. Il l'avait tué, et elle avait fui avec ses bottes. Hank se pencha à ses côtés. Elle n'était pas censée survivre. Ils l'ont utilisée pour un test de loyauté extrême, et elle a refusé. Un bruit. Des pas précipités. Trevor Hall entra, suivi d'un autre homme. Il n'était pas encore au courant de leur présence. « Tu es sûr qu'elle est là ?» demanda l'autre. « Oui. J'ai laissé un traceur dans la pièce, je peux le sentir, elle est proche. » Calvin fit un geste à Hank. Ils s'écartèrent, se cachant derrière les piliers. Daisy, elle, s'était figée dans l'ombre, ses muscles tendus. Elle fixait Hall. Il entra plus loin, inspecta les cages. « Tu la reconnaîtras dès que tu la verras, même après tout ce temps. Elle est unique. » Daisy bougea. Pas un grognement, pas un aboiement, juste un mouvement fluide, rapide. Elle se glissa hors de l'ombre, surgissant à moins d'1 mètre de lui. Hall recula surpris. Elle ne l'attaqua pas. Elle se contenta de s'asseoir, silencieuse, le regard planté dans le sien. Hall sembla déstabilisé. « Tu te souviens de moi, hein, tu sais qui a donné l'ordre. Tu étais censé obéir, mais tu as choisi la fuite. » Il sortit une télécommande de sa poche. « Dernière chance, Valkyrie. Reviens dans la cage, où je les fais souffrir tous. » Calvin bondit. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus. Il attrapa Hall par l'épaule et le plaqua violemment contre la table métallique. La télécommande vola au sol. Hank surgit derrière le deuxième homme, le désarma sans un mot. Daisy, elle, se leva, grogna doucement et s'approcha. Calvin maintenait Hall au sol, mais ce dernier se mit à rire. « Vous croyez qu'elle est sauvée ? Elle est brisée. On l'a fait devenir ce qu'elle est. C'est un produit, pas un animal. » Calvin rapprocha son visage du sien. « C'est là que vous vous trompez. Elle n'a jamais été un produit. C'est vous qui êtes brisé, pas elle. » Ils récupérèrent les dossiers, les vidéos, les preuves, et avant de partir, Hank détruisit les équipements, les cages, les systèmes de contrôle. En sortant, Daisy jeta un dernier regard à l'endroit où elle avait été enfermée. Puis elle tourna la tête vers la lumière de l'extérieur. Ils quittèrent l'entrepôt juste avant l'aube.
De retour à la maison, Nathan les attendait devant la porte, blotti contre une couverture. Il s'élança en courant lorsque Calvin descendit de la voiture. « Tu l'as retrouvée ? Elle va bien ?» Calvin hocha la tête. « Elle est libre maintenant. Pour de bon. » Daisy s'approcha lentement de Nathan qui lui tendit un petit chiot. Elle le renifla, puis le lécha tendrement. Le foyer était de retour, complet, entier. Mais la bataille n'était pas encore terminée, car ce que contenait ce dossier allait bouleverser bien plus qu'une vie. Le lendemain, Calvin étala sur la table de la cuisine tous les dossiers récupérés dans l'entrepôt. Il y avait là des preuves accablantes. Nom, date, fiche de dressage, évaluation psychologique, vidéo de test. Et surtout, une liste de chiens, une longue liste, avec leur numéro d'identification, leur mission, leur issue, retourné, réformé, perdu, détruit. Daisy y figurait sous le nom de code R7, avec une annotation défectueuse émotionnellement, attachement post-traumatique incontrôlable, statut à récupérer. Dr Reyes feuilletait les documents, abasourdi. Ces fichiers ne concernent pas seulement Daisy. Ils retracent 10 ans de manipulation sur des chiens militaires. Certains ont été envoyés dans des zones de conflit sans aucun suivi. D'autres ont été vendus à des entités privées. On parle d'un trafic organisé. Hank, en silence, notait les adresses, les noms de vétérinaires, les signatures. Ce n'est pas qu'une affaire de chiens, c'est un réseau, financé, protégé, et toujours actif. Calvin hocha la tête. Et Daisy, elle est le maillon qui relie les deux extrémités. Elle a survécu à ce qu'ils croyaient effacé. Et maintenant, ils ont peur de ce qu'elle pourrait réveiller. Pendant ce temps, Nathan, assis au sol à côté de Daisy et des chiots, lisait à voix haute des histoires qu'il avait écrites lui-même. De petites aventures où Daisy devenait une héroïne qui traversait des jungles, sauvait des enfants et terrassait des dragons. Daisy ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait la voix. Et elle gardait toujours un œil sur le garçon. Lui aussi l'avait sauvé. Cette nuit-là, Calvin fit un rêve étrange. Il était dans une salle blanche, avec des murs sans fenêtres et des cris étouffés dans le lointain. Il tenait les bottes de l'ancien maître de Daisy et avançait dans un couloir. À chaque pas, il entendait les battements de cœur de la chienne comme s'il guidait ses pas. Au bout du couloir, une porte. Lorsqu'il l'ouvrait, il ne voyait rien d'autre qu'une plaine enneigée. Et au loin, un chien qui courait, libre. Au réveil, l'idée lui sembla claire. Il ne pouvait pas simplement protéger Daisy. Il devait briser la chaîne, exposer le système. On doit aller plus haut, dit-il à Hank et à Reyes ce matin-là. Pas à la police locale, ils sont peut-être déjà compromis. Mais il nous faut un média. Un journaliste indépendant, quelqu'un qui peut faire éclater l'affaire. Reyes fronça les sourcils. J'en connais un. Curtis Doyle, exposé sur les tests médicaux en prison l'an dernier, c'est un ancien marine, il écoutera. Ils le contactèrent dans l'après-midi. Curtis arriva 2 jours plus tard, grand, sec, lunettes épaisses, bloc-notes toujours en main. Il passa 2 heures à lire les documents, interrogea Calvin, puis Hank, puis observa Daisy sans dire un mot pendant plusieurs minutes. Enfin, il demanda « Et elle, vous pensez qu'elle se souvient de tout ?» Calvin répondit sans hésiter « Elle ne parle pas, mais chaque regard qu'elle pose dit ce qu'elle a vécu. Chaque grognement, chaque geste, elle se souvient. » Curtis resta silencieux, puis il hocha la tête. « Alors on va faire entendre sa voix. » Les jours suivants furent rythmés par les entretiens, les prises de vue, les documents numérisés. Curtis voulait tout faire dans les règles. Ce sera risqué. Ils vont vouloir enterrer cette histoire avant qu'elle n'émerge. Mais si on va vite, on peut les devancer. Entre 2 séances d'enregistrement, Daisy restait auprès de ses chiots. Mais elle ne dormait jamais vraiment. Elle veillait, surtout les nuits où le vent se levait, comme si elle savait que le silence cache parfois des menaces plus graves que le bruit. Une semaine après le début du tournage, Curtis appela depuis sa voiture. Il avait été suivi 2 fois, puis son ordinateur avait été piraté. « Ils sont nerveux, c'est bon signe, dit-il à demi sérieux. Mais ça veut dire qu'on doit agir maintenant. » Il programme la diffusion de son enquête pour le samedi suivant. Une vidéo de 30 minutes exposant toute la chaîne. L'entraînement secret, les missions non officielles, la disparition de certains maîtres et le programme Apex K9 modifié. Le tout centré sur le cas de R7, Daisy. « Et s'ils nous retrouvent avant ?» demanda Calvin. Curtis sourit. « Alors ce sera trop tard, parce que cette fois le monde verra. » Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que l'un des anciens membres du programme reconnaîtrait Daisy sur la bande-annonce. Et qu'il viendrait, pas pour se venger, mais pour se confesser. Il s'appelait Elijah Ford, ancien instructeur,
congédié après avoir refusé d'exécuter un ordre. Il arriva un matin en pick-up rouillé, main levée, l'air épuisé. « Je veux l'aider », dit-il simplement. « J'ai des choses à vous montrer, des choses que même vos dossiers n'ont pas. » Et lorsqu'il sortit de la boîte en fer qu'il gardait cachée sous son siège, un collier usé, un disque dur scellé et une photo déchirée de Daisy aux côtés de son maître, tout changea. Elijah Ford tenait la photo entre ses doigts si tremblants. L'image était vieille, à moitié effacée par le temps, mais l'on distinguait clairement Daisy, plus jeune, sans cicatrice, assise fièrement au pied d'un soldat souriant. L'homme portait les mêmes bottes que Calvin avait retrouvées. Derrière eux, un panneau indiquait « Camp Redstone », un nom que même Hank n'avait jamais entendu dans ses années de service. Calvin l'observait attentivement. Elijah n'avait pas l'air d'un manipulateur ou d'un menteur. Il portait ce poids sur le visage, cette fatigue qu'on reconnaît chez ceux qui ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. « Je l'ai entraînée, oui, dit-il. Pas comme les autres. Daisy, ou R7 comme on l'appelait, elle avait une capacité émotionnelle hors norme. Elle créait des liens. Elle refusait d'obéir à des ordres injustes. À l'époque, on appelait ça un défaut. Mais c'était la seule chose humaine dans tout ce programme. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Son maître s'appelait Evan Merritt. C'était un bon gars, pas un de ceux qui jouaient les gros bras. Il parlait à Daisy comme à une coéquipière. Quand on lui a ordonné de l'utiliser pour une mission suicide contre un laboratoire chimique illégal, il a refusé. Il a tenté de la sortir du programme. Calvin sentit sa gorge se nouer. Et ils l'ont éliminé. Elijah acquiesça. Ils ont appelé ça une neutralisation préventive. Officiellement, c'était une erreur de navigation, une mine non désamorcée. En réalité, c'est un drone interne qui l'a ciblé. Mais Daisy était là. Elle l'a vu. Et elle a refusé de partir. Elle est restée auprès de son corps jusqu'à ce qu'il l'embarque de force. Il déposa le collier sur la table. Elle l'avait encore quand elle s'est échappée. Elle a mordu l'un des agents, franchi une clôture de 3 mètres et disparu dans les bois. Pendant des mois, on a dit qu'elle était morte. Mais je savais qu'elle reviendrait. Dr Reyes observait Daisy pendant que l'homme parlait. La chienne s'était rapprochée de lui, prudemment, l'avait reniflé, puis s'était assise en silence. Elle ne grognait pas. Elle écoutait. Elijah sortit ensuite le disque dur. Là-dedans, il y a tout. Les vidéos d'entraînement, les ordres donnés, les modifications du programme Apex K9 et les preuves de l'implication de privés dans les décisions militaires. Hank s'empressa de le brancher sur un ordinateur isolé, sans connexion. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix, des enregistrements vidéo de séances de dressage brutal, des essais de stimulation neurologique sur des chiots, des rapports médicaux sur des sujets devenus incontrôlables, mais aussi des mails, des échanges directs entre responsables de sociétés militaires privées et certains hauts gradés de l'époque. « Voilà pourquoi ils la veulent », murmura Calvin. « Ce n'est pas juste une question de loyauté. Daisy est la dernière trace vivante de ce programme. Elle est une preuve. » Curtis Doyle, le journaliste, avait déjà commencé à intégrer les révélations d'Elijah dans son reportage. La vidéo allait faire l'effet d'une bombe. Il proposa de l'accélérer, de publier un teaser dès le lendemain. « Ils savent que vous avez quelque chose. Maintenant, ils vont frapper plus fort. » Et ils avaient raison. Cette nuit-là, alors que la maison semblait endormie, un vrombissement sourd résonna dans le ciel. Un drone, pas un jouet, un modèle tactique avec vision thermique. Il faisait des cercles au-dessus de la propriété. Calvin courut réveiller Nathan. Reyes descendit protéger les chiots. Hank attrapa son fusil à lunettes et Daisy, elle, se plaça devant la porte en posture d'alerte. Le drone lança une lumière aveuglante dans la cour, puis un message audio, déformé, « Remettez le sujet R7. Ceci était votre dernier avertissement. » Calvin sortit, sans arme. Il leva les bras. « Elle n'est plus à vous. Vous avez perdu. » Mais le drone ne répliqua pas. Il fit un dernier tour, puis s'éloigna dans le ciel noir. Le lendemain, Curtis publia sa première vidéo. En moins de 2 heures, elle fit plus d'1 million de vues. Les réactions fusèrent. Des vétérans reconnurent les lieux, certains les méthodes. D'anciens employés d'Apex K9 envoyèrent anonymement des témoignages. Le nom de Daisy, ou plutôt R7, devint un symbole. Mais le danger, lui, ne s'était pas évaporé. Car en exposant la vérité, ils avaient touché quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui dépassait les intérêts militaires ou financiers. Ils avaient révélé que certains étaient prêts à sacrifier la loyauté même qu'ils prétendaient entraîner. Et au cœur de tout cela, il y avait Daisy.
Une chienne silencieuse, marquée par la perte, portée par l'instinct, est devenue le témoin vivant d'une vérité qu'on voulait enterrer. Mais désormais, il n'était plus question de la protéger. Il était temps de riposter. Au matin du 5e jour après la publication du reportage, un nouveau souffle animait Cedar Creek. L'histoire de Daisy avait fait le tour du pays. Les chaînes nationales reprenaient les images, les forums militaires s'enflammaient et les réseaux sociaux s'emplissaient de messages de soutien. Mais plus que ça, d'anciens maîtres chiens, d'ex-vétérans, même des civils commençaient à parler, à partager leurs expériences, à sortir du silence. Ce n'était plus seulement une affaire autour d'un chien et d'un vétéran. C'était devenu un mouvement. Calvin n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Il passait son temps à répondre aux messages, à archiver les preuves, à coordonner avec Curtis qui, de son côté, recevait des menaces de plus en plus précises. Dr Reyes, elle, avait barricadé la maison, renforcé les accès et installé une ligne sécurisée pour les communications. Daisy, elle, restait toujours près des chiots. Mais elle avait changé. Depuis l'arrivée d'Elijah et la diffusion de la vidéo, elle semblait redevenir elle-même. Un feu nouveau brillait dans ses yeux, comme si elle avait compris que son histoire comptait, qu'elle n'était plus seule. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, une silhouette s'approcha du portail. Calvin la vit depuis la fenêtre et sortit immédiatement, suivi par Hank. La personne leva les mains, lente, calme, une femme, la quarantaine, uniforme civil, un regard franc. Elle se présenta. Dr Lenora Briggs, éthologue comportementale. J'ai travaillé indirectement pour Apex K9. J'ai quitté le projet quand j'ai compris ce qu'il faisait. Je viens parce que j'ai vu la vidéo et parce que je crois que vous allez avoir besoin de moi. Calvin lui demanda ce qu'elle savait. Elle n'hésita pas une seconde. Ils ont réactivé un second protocole, celui qu'on appelait Fenrir. Des chiens de combat entièrement conditionnés, sans lien humain. Des bêtes à qui on a retiré toute notion d'attachement. Ils en ont gardé quelques-uns, pour des usages extrêmes. Mais l'un d'eux s'est échappé. Il est instable, et il pense que Daisy pourrait le neutraliser. Hank plissa les yeux. Vous voulez dire qu'ils veulent utiliser Daisy pour traquer un de leurs propres monstres? Elle acquiesça. Exactement. Le silence tomba, comme un frisson glacial dans l'air chaud du soir. Calvin regarda Daisy. Elle fixait la femme comme si elle comprenait tout, comme si le nom Fenrir avait réveillé une mémoire enfouie, un traumatisme ancien, un duel inachevé. Plus tard dans la soirée, Lenora expliqua à Nathan, à hauteur d'enfant, ce qu'il pouvait faire pour aider. « Tu es important, tu sais. Elle te regarde, elle te suit. Si jamais les choses tournent mal, c'est ta voix qu'elle écoutera. » Le garçon acquiesça, sérieux comme un adulte. Il s'assit à côté de Daisy et lui murmura « T'as pas à y aller seul, je serai là, même si je te vois pas. » Dans les jours suivants, l'équipe se prépara à toute éventualité. Ils mirent les chiots à l'abri, protégés par des vétérans de confiance que Curtis avait fait venir discrètement. Le jardin fut transformé en zone défensive. La maison devint une sorte de forteresse paisible. Et au centre, Daisy calme, solide, résolue. Puis la lettre arriva. Pas un email, pas un appel. Une enveloppe glissée sous le portail pendant la nuit. À l'intérieur, une photo satellite, un bâtiment isolé dans les Appalaches et un mot, dernier site. Sujet Fenrir. Rencontre ou silence éternel. Ils avaient lancé l'ultimatum. Calvin réunit tout le monde. Elijah, Reyes, Hank, Lenora, même Curtis. On ne peut pas laisser cette histoire mourir. Mais on ne peut pas non plus envoyer Daisy dans un piège. Elijah répondit d'une voix ferme. Ce n'est pas un piège, c'est un appel. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Et ils espèrent que Daisy y arrivera. Et si elle n'y arrive pas, un long silence, puis Lenora murmura, alors ce sera le dernier vestige de leur folie. Et elle aura le droit de s'en aller. Finalement, Calvin prit sa décision. Il irait. Avec Daisy. Hank couvrirait l'extérieur. Curtis filmerait. Elijah fournirait les anciennes données. Reyes resterait en contact radio. Nathan serait gardé par une équipe, mais il tiendrait un micro. Sa voix serait diffusée à distance si nécessaire. 3 jours plus tard, il prenait la route. À mesure qu'ils approchaient du site indiqué, la nature devenait plus sauvage, plus épaisse. Une forêt dense, un terrain difficile et un ancien centre d'entraînement abandonné, invisible sur les cartes actuelles. Le genre d'endroit qu'on oublie volontairement. Ils arrivèrent à l'aube, le silence était presque religieux. Pas un oiseau, pas un vent. Daisy descendit du véhicule et leva le museau. Elle reconnut quelque chose, une odeur, un souvenir. Et sans attendre, elle avança. Calvin la suivit. Les autres restèrent en retrait.
Le terrain était piégé, mais Daisy savait où marcher, comme si elle était revenue chez elle. Ils atteignirent le bâtiment, une porte métallique entr'ouverte. Calvin mit son gilet, attacha la caméra, respira profondément et entra à ses côtés. Dans l'obscurité, un bruit sourd, une respiration, puis un grognement, grave, ancien, cassé, comme si quelque chose d'inhumain s'éveillait. Et au fond de la pièce, 2 yeux jaunes s'ouvrirent. Fenrir les avait attendus. Le silence dans la pièce était presque oppressant, à tel point que chaque respiration de Calvin lui paraissait bruyante. Fenrir se tenait là, massif, presque irréel. Un berger noir d'Europe de l'Est, plus grand que Daisy, plus musclé, et marqué par des années de reconditionnement. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur, à mi-chemin entre la colère et la confusion. Des cicatrices zébraient son museau, et un collier militaire à demi arraché pendait encore à son cou. C'était un survivant, mais pas un libre. Encore une arme. Daisy s'avança lentement. Pas un bruit. Elle ne grognait pas, ne montrait pas les dents. Elle avançait comme si elle revenait à une mémoire enfouie. Calvin ne bougea pas. Il savait que tout reposait sur elle maintenant. La confrontation n'était pas physique, c'était une question de volonté. Fenrir fit 2 pas. Ses griffes raclèrent le sol. Il reniflait l'air, troublé. Puis ses oreilles frémirent. Un son venait du haut-parleur que Hank avait branché à distance. La voix de Nathan, douce, enfantine, résonna dans la pièce. « Daisy, on est avec toi ? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'es pas seule ?» Fenrir s'arrêta. Son regard passa de Daisy à Calvin, puis au haut-parleur. Il émit un son grave, un mélange d'interrogation et de douleur. Et tout à coup, Daisy s'assit. Elle baissa la tête. Elle montra sa soumission, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un signal. « Je ne suis pas là pour te battre. Je suis là pour te libérer. » Et quelque chose se produisit. Lentement, Fenrir recula. Il baissa les oreilles. Il s'immobilisa. Elijah, à l'extérieur, n'en croyait pas ses yeux, observant à travers les caméras. « Mon Dieu, elle est en train de désamorcer l'arme. » Mais un bruit soudain rompit l'équilibre. Un claquement de métal. Une porte arrière s'ouvrit brutalement. 3 hommes en tenue tactique entrèrent, visiblement surpris de trouver Fenrir encore debout. L'un d'eux braqua son arme. « R7, à terre !» Daisy tourna la tête. Fenrir grogna violemment, cette fois avec intention. Un grognement protecteur. Il s'interposa, et dans un éclair de fureur, il bondit sur l'homme armé, le désarma sans le tuer, mais avec une force terrifiante. Calvin se jeta sur le second assaillant pendant que le 3e s'échappait. Hank intervint par l'arrière, désactivant les systèmes de sécurité. En moins d'1 minute, l'assaut fut repoussé. Fenrir restait là, haletant, couvert de sueur et de peur, mais libre. Et surtout, calme. Daisy s'approcha de lui, le renifla doucement, puis se tourna vers la sortie. Il la suivit, comme un soldat suivant une vétérane. Ils sortirent ensemble de l'ombre. Curtis, caméra en main, n'avait pas cessé de filmer. Il murmura « Ce que je viens de voir va changer la perception qu'on a de ces animaux. » Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Reyes explora le bâtiment. Elle y découvrit une salle scellée, contenant des caisses pleines de dossiers, de disques durs et un générateur d'ondes utilisé pour les conditionnements acoustiques. L'équipement prouvait que ce lieu avait servi de centre de contrôle mental, pas seulement de dressage. De retour à Cedar Creek, la vidéo de l'affrontement fut montée et publiée en urgence. Le titre était simple. Ils ont voulu la briser. Elle a choisi de guérir. La réaction fut immédiate. L'armée ouvrit une enquête officielle. Des membres du Congrès demandèrent des explications. Apex K9 nia toute implication, mais les preuves s'accumulaient. Le nom de Fenrir devint un mot-clé viral, symbole d'un système déraillé. Mais surtout, les gens commencèrent à poser des questions plus larges. Combien d'animaux avaient été utilisés? Combien d'humains sacrifiés? Et combien d'histoires n'avaient jamais été racontées? Daisy, elle, était redevenue une mère. Elle veillait sur ses chiots, sur Nathan et même sur Fenrir. Le chien soldat restait dans un enclos sécurisé, mais pas enfermé. Il ne fuyait plus, il observait, il attendait, comme s'il réapprenait le monde. Lenora Briggs, l'éthologue, déclara un jour « Ce n'est pas la fin d'un programme, c'est le début d'une nouvelle éthique. On ne dressera plus jamais sans comprendre. » 1 mois plus tard, un événement fut organisé dans un refuge réhabilité. On y exposa les preuves, les témoignages, les visages de ceux qui avaient parlé, et au centre, Daisy. Pas sur une scène, pas sur un piédestal, juste présente, vivante, debout,
Nathan, interviewé à la télévision, déclara simplement « Elle m'a protégé, alors je voulais la protéger en retour. C'est ça, la famille. » Le journaliste demanda « Tu penses qu'elle te pense qu'elle t'aime ?» Il répondit « Elle ne le dit pas, mais elle me regarde comme si c'était évident. » Le printemps s'installa doucement sur Cedar Creek, comme une récompense tardive pour ceux qui avaient traversé l'hiver. La maison de Calvin, qui autrefois n'abritait que le silence et les fantômes d'un passé militaire, était maintenant pleine de vie. Les chiots avaient grandi, leurs pattes maladroites se posaient partout, et Fenrir, bien qu'encore méfiant, les observait avec une douceur qu'on n'aurait jamais cru possible chez lui. Il ne grognait plus, il apprenait à exister sans mission, sans ordre, juste, libre. Daisy, elle, était paisible. Son regard n'avait rien perdu de sa vigilance, mais il s'était adouci. Elle ne fuyait plus les bruits de pas. Elle ne sursautait plus au moindre claquement. Elle se reposait, enfin. Parfois, elle s'asseyait près de la tombe de son ancien maître, que Calvin avait fait déplacer dans le jardin avec une pierre simple gravée « Evan mérite, celui qu'elle n'a jamais abandonné ». Elle ne pleurait pas, mais elle restait là, longtemps, comme pour s'assurer qu'il n'était pas oublié. Curtis Doyle avait reçu plusieurs prix pour son enquête. Il avait refusé les plateaux télé, préférant continuer son travail dans l'ombre. « L'histoire n'appartient pas aux journalistes », disait-il. « Elle appartient à ceux qui l'ont vécue. » La vidéo avait été traduite dans plus de 12 langues. Dans certaines écoles vétérinaires, elle était même utilisée comme support d'études. Quant à Elijah, il s'était installé dans une petite maison à la lisière de la forêt. Il venait parfois aider Calvin avec les chiots, ou simplement s'asseoir en silence près de Daisy. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes étaient ceux d'un homme en quête de rédemption. Et elle semblait le lui accorder. Dr. Reyes avait quitté l'université. Elle avait fondé un centre de réhabilitation pour chiens militaires traumatisés avec l'aide de vétérans et d'éthologues. Elle l'avait appelé Havre 17, en référence au premier numéro de série de Daisy. Là-bas, chaque chien recevait un suivi médical, comportemental, mais surtout de la patience et un foyer. Et Nathan, il écrivait de petites histoires comme celles qu'il racontait à Daisy. Mais cette fois, il en faisait des livres. Le premier s'appelait « Le cœur de fer et le chien de lumière », illustré par un ancien soldat reconverti en peintre. Dans cette fable, un enfant brisé rencontrait une chienne blessée et ensemble, ils affrontaient les ténèbres pour retrouver la voie du monde. L'ouvrage connut un succès inattendu, il fut même adapté en pièce de théâtre dans une école de l'Ohio. Un jour, alors que le soleil tombait derrière les arbres, Calvin reçut une lettre, manuscrite. Elle venait d'un jeune soldat basé en Californie. Il avait vu la vidéo, il écrivait « Je croyais que les chiens militaires n'étaient que des outils. Puis j'ai vu Daisy et j'ai compris. Ce qu'elle a fait pour vous, je veux le faire pour d'autres. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Calvin relut la lettre 3 fois. Puis, il la glissa dans une boîte où il conservait toutes les lettres similaires. Il en recevait des dizaines chaque mois. Ce soir-là, il s'assit sur le porche, Daisy couchée à ses pieds, Fenrir plus loin, la tête posée sur les pattes. Les chiots couraient dans l'herbe, Nathan jouait avec un bâton et le ciel s'embrasait d'orange. « Tu te rends compte ?» murmura Calvin à Daisy. « Tu étais censé être un échec du système. Et pourtant, tu les as tous changés. » Elle leva les yeux vers lui. Il y avait quelque chose dans ce regard, une réponse silencieuse, une compréhension pure, puis elle tourna la tête vers l'horizon, là où la lumière s'éteignait, mais où commençait le monde. Car l'histoire de Daisy n'était pas une fin, c'était un début.